Quand on a un problème à résoudre, comment on s'y prend d'habitude? On réfléchit, on établit un plan, on code une solution, étape par étape. Mais et si on pouvait voir les choses complètement différemment? Si au lieu de concevoir une solution de A à Z, on la laissait évoluer, toute seule? C'est cette idée assez folle et fascinante qu'on va explorer ensemble. Pour vraiment saisir ce concept, il faut se poser une question. Une question toute simple en apparence. Dans la nature, quel est l'outil le plus puissant pour résoudre n'importe quel problème? On pourrait penser à un guépard, à un aigle, une créature parfaitement adaptée. Mais la vraie réponse, ce n'est pas une créature, c'est le processus qui les a façonnés, l'évolution. C'est l'algorithme ultime de la nature, testé et amélioré sur des millions et des millions d'années. Et c'est là que ça devient vraiment génial. L'idée, c'est de s'inspirer de ce maître programmeur qu'est la nature. On va, en quelque sorte, lui emprunter son plan, le plan de l'évolution, pour apprendre à nos ordinateurs à s'attaquer à des problèmes d'une complexité folle. En d'autres termes, on va créer un écosystème entièrement numérique. Un monde virtuel où des milliers de solutions potentielles vont naître, être mises en compétition et où seuls les meilleurs survivront pour se reproduire et s'améliorer. C'est littéralement la survie du plus apte, mais pour du code. Bon, d'accord, mais concrètement, comment on met ça en place? Eh bien, comme dans la nature, tout commence par la matière première. Il nous faut un point de départ, un pool génétique, mais en version numérique. Et cette matière première, c'est ce qu'on appelle une population. On commence par générer un très grand nombre de solutions au pif, de manière totalement aléatoire. Franchement, la plupart seront nulles, voire complètement à côté de la plaque. Et c'est pas grave, c'est notre point de départ, notre vivier de diversité. Maintenant, comment on fait le tri là-dedans? Comment savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais? C'est le rôle de la fonction de notation. C'est notre juge, notre loi de la jungle numérique. C'est une règle simple qui va donner une note à chaque solution pour dire à quel point elle est efficace. C'est cette fonction qui va définir l'environnement et la pression de la sélection. Et attention, ce n'est pas juste un jeu intellectuel, cette approche, elle est utilisée pour résoudre des problèmes très très concrets. On parle de trouver de nouvelles manières de détecter des cancers, d'optimiser des algorithmes de trading qui doivent prendre des décisions en une fraction de seconde, ou de résoudre des casse-têtes logistiques monstrueux. Le point crucial, c'est que ça marche, surtout pour les problèmes où il y a des milliards de solutions possibles. Ok, donc on a notre population de solutions et un moyen de les noter. On passe maintenant au cœur de la machine, au moteur du processus, la sélection. Comment on choisit les individus qui vont avoir le droit de transmettre leurs gènes numériques? C'est la question clé. Comment s'assurer que la génération d'après sera en moyenne un peu meilleure que celle d'avant? Il y a plusieurs techniques, mais l'une d'elles est super intuitive. C'est la sélection par tournoi. L'idée est vraiment simple. On va imiter une compétition, un tournoi, comme dans le sport. Au lieu de devoir classer toute la population du meilleur au moins bon, ce qui prendrait un temps fou, on organise juste plein de petits matchs. Le processus est d'une simplicité redoutable. Étape 1, on pioche une petite poignée de solutions au hasard. Étape 2, on compare leurs notes, et la meilleure gagne ce round. On répète ça plusieurs fois. Le grand gagnant du tournoi est alors sélectionné pour devenir un parent de la nouvelle génération. C'est rapide, efficace, et ça donne une chance aux bons éléments de s'imposer. Mais la sélection, ce n'est qu'une pièce du puzzle. La vraie puissance de cette méthode, c'est que c'est un cycle qui se répète encore et encore et encore pour affiner les solutions à chaque tour. D'abord, on sélectionne. On utilise notre méthode de tournoi pour choisir les individus les plus prometteurs, les champions du moment. Ensuite, on reproduit. Ces parents vont combiner leurs caractéristiques pour créer des enfants, de toutes nouvelles solutions qui, on l'espère, hériteront de leur qualité. On y ajoute même parfois une petite touche d'aléatoire, une mutation, pour explorer de nouvelles pistes. Et enfin, et c'est le plus important, on répète. On relance ce cycle des milliers, parfois des millions de fois. C'est un processus d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Et c'est là que la magie opère. En répétant cette boucle toute simple, on voit émerger des solutions incroyablement performantes et souvent très créatives à partir d'un chaos total au départ. On ne dit pas à l'ordinateur comment résoudre le problème, on lui donne juste les règles du jeu pour qu'il découvre la solution tout seul. Et il faut savoir que cette approche, inspirée de Darwin, n'est qu'un exemple. En réalité, elle fait partie d'un domaine de l'intelligence artificielle beaucoup plus vaste, où l'on puise notre inspiration dans toute la richesse du monde naturel. Par exemple, on s'inspire des colonies de fourmis, qui trouvent le chemin le plus court vers la nourriture en laissant des traces chimiques. On s'inspire aussi des nuées d'oiseaux ou des bancs de poissons, où des règles très simples au niveau de l'individu permettent au groupe d'avoir un comportement collectif hyper intelligent.
Et ce qui est vraiment super avec ces idées, c'est qu'elles ne sont pas réservées à une poignée de chercheurs dans leur tour d'ivoire. J'adore cette citation tirée du livre qui a inspiré cette analyse. Elle nous rappelle que c'est un domaine qui s'apprend en mettant les mains dans le cambouis, en lisant, en codant, en testant. C'est accessible à ceux qui sont curieux. Tout ça nous amène à une conclusion assez profonde. En programmant comme Darwin, on change notre rapport à la machine. On n'est plus seulement l'ingénieur qui assemble un mécanisme, on devient un peu le jardinier qui cultive un écosystème. Alors la vraie question c'est, si on peut apprendre à nos ordinateurs à penser comme la nature, à imiter le processus créatif le plus puissant qu'on connaisse, quel problème, qu'on juge aujourd'hui impossible, sera-t-on capable de résoudre demain ?